Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints pour ce webinaire, donc bienvenue. Ce webinaire ce soir est intitulé PMA pour mieux accompagner le désir d'enfanter. Donc je me présente, je m'appelle Priscilla Huette, je suis infirmière de profession et je suis cadre pédagogique au sein du CHEM. Nous avons ce soir la chance d'accueillir comme experte Marie Barbeau. Ce webinaire ce soir vous est proposé par le CHEM, le Collège des hautes études en médecine. Donc, nous sommes une association, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui a été fondée en 1988 par des médecins généralistes qui souhaitaient proposer de la formation continue aux différents professionnels de santé. Depuis, le CHEM s'est déployé en intégrant différents experts comme les pharmaciens, les podologues, les kinés, les infirmiers, pour proposer des thématiques au cœur de métier. Le CHEM propose des formations en présentiel sur toute la France, ainsi que des e-learning, des classes virtuelles. Nous avons également ouvert, à côté de tout ça, une école d'assistants médicaux qui ont lieu notamment en Bretagne, en Normandie et en Hauts-de-France. Pour que cette soirée soit plus interactive, vous avez dans notre logiciel un petit chat que vous pouvez utiliser où vous pouvez poser vos questions. Et vous verrez, lors du déroulé de cette soirée, Marie fera des pauses et je prendrai le temps de lire vos questions et Marie y répondra. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre experte Marie. Elle va se présenter et on va commencer le webinaire de ce soir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci Priscilla. Alors effectivement, je vais me présenter. Donc moi, je suis Marie Barbeau. Je suis également infirmière. Je travaille depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, avec une expérience plutôt longue en libéral. Et je pense que c'est certainement cet exercice en libéral qui m'a amenée à me poser beaucoup de questions sur la PMA et dans le domaine de la PMA. Voilà, et depuis quelques années, je partage mon temps entre de la chirurgie esthétique que je fais à mi-temps et puis de la formation. Donc, formation auprès de professionnels de santé, donc auprès d'infirmiers libéraux, dans le domaine toujours de la PMA. Et puis, à force de faire cette formation, je me suis dit que c'était aussi important de créer une formation pour les patients parce que finalement, ces patients qui traversent cette infertilité, qui ont ce désir d'enfant, eh bien, dans ce domaine assez spécifique de la PMA, ils se retrouvent relativement souvent un peu seuls à leur domicile, en autonomie sur leurs injections et puis avec plein de questions auxquelles ils n'ont pas forcément de réponse. Et donc, j'ai créé une formation qui s'appelle Cocoon et qui permet en fait de former ces patients qui sont pris en charge dans des protocoles de PMA. Donc, voilà pour la présentation. Ce qui est important pour moi ce soir au cours de ce webinaire, c'est de pouvoir, en fait, j'ai deux objectifs pour vous, c'est de pouvoir vous permettre d'appréhender l'approche médicale et puis les protocoles de PMA qui existent. Alors, je vous en parlerai de deux parce qu'il en existe plusieurs, mais vous puissiez vraiment découvrir en fait ce que vivent ces couples dans ces protocoles. Et puis, le deuxième objectif, c'est effectivement comprendre ce que ces femmes, ce que ces hommes et ce que ces couples vivent quand ils ont une infertilité et qu'ils sont en désir d'enfant. La PMA, c'est un domaine qui est plutôt très spécifique et qui est assez particulier parce que derrière un parcours, eh ben, il y a toujours un désir d'enfant, il y a toujours un projet parental. Ça va toucher à l'intimité du couple, ça va toucher à la sexualité du couple. Depuis la nouvelle loi de bioéthique, ça touche aussi à l'orientation sexuelle puisque la PMA est ouverte aux couples de femmes en fait depuis 2021. Et puis ce parcours de PMA, c'est aussi beaucoup d'éthique et puis de conviction. Et ça me paraît plutôt important en tant que professionnel de santé de savoir ça pour pouvoir améliorer en fait la prise en charge de nos patients. Donc, je crois que ce soir, on est à la fois des infirmiers, à la fois des médecins, à la fois des kinés et puis des pharmaciens. Je trouve ça assez touchant parce que je pense que vous avez l'objectif également, vous, de pouvoir améliorer la prise en charge de ces patients dans la connaissance en fait de ce domaine de la PMA. Et je crois qu'en fait, la prise en charge, elle doit effectivement être pluridisciplinaire et qu'on a chacun un rôle à jouer en fait dans cette dynamique-là.
Donc, ce que je vais faire, en fait, j'ai séparé le webinaire en 3 parties. La première approche que je vais avoir, ça va être sur l'infertilité, parce que je pense que c'est important de comprendre d'où vient, en fait, le besoin d'aider les couples à avoir des enfants. Donc, je vais vous parler des facteurs d'infertilité. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous présenter 2 protocoles de PMA, donc celui de l'insémination artificielle et celui de la fécondation in vitro. C'est ceux que vous aurez le plus souvent, en fait, dans vos officines ou bien en consultation. Voilà, il en existe d'autres, mais je vais peut-être pas avoir le temps de tout vous présenter. Et puis, dans une troisième démarche, je dirais que j'aurai une approche un peu plus sur l'accompagnement des patients, sur l'approche psycho-affective, ce que vivent et ce que ressentent ces couples pour leur proposer en fait un accompagnement en fait adapté. Donc voilà, je vous propose de débuter. Alors simplement, la PMA en chiffres aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que c'est 3,3 millions de personnes en France qui sont atteintes d'infertilité et ce chiffre, il est en augmentation constante. Qu'est-ce que ça représente, ces 3,3 millions de personnes en France qui sont atteintes d'infertilité? Eh bien, c'est pratiquement un couple sur 5 qui, en âge de procréer, n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, c'est assez énorme. On parle même, il y a quelques données où on parle maintenant peut-être même d'un couple sur 4. Et ce qui fait que pour les aider, eh bien, cette médecine de la procréation médicalement assistée, eh bien, elle accueille de plus en plus de couples qui ont ces difficultés pour concevoir. Alors, qu'est-ce que ça représente, en fait, ce couple sur 5 qui est infertile? Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous passer par des protocoles de PMA. En revanche, ça veut dire que un couple sur 5, donc c'est 20% de couples en âge de procréer, ils vont avoir des difficultés, en fait, pour avoir un enfant. Donc, on va les aider, effectivement, avec ces protocoles de PMA ou d'AMP. Alors, pardon, il n'y a aucune différence entre PMA et AMP. Hein, c'est l'aide médicale à la procréation ou la procréation médicalement assistée. On utilise les 2 termes. Donc, ça, c'est quand même important de le dire au début de ce webinaire. Donc, ça représente, en 2020, il y a eu plus de 123 000 tentatives d'AMP qui ont été recensées. Donc, ces tentatives d'AMP, ça va être à la fois les inséminations artificielles, à la fois les fécondations in vitro et à la fois les transferts d'embryons congelés. Donc, tout ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Ça représente, en fait, de façon très pragmatique, ça représente finalement aujourd'hui la naissance de un enfant à peu près sur 30. Et donc, du coup, je trouve ça assez sympa de pouvoir se dire que finalement, par classe, il y a un enfant qui est né issu d'une PMA. Je trouve ça assez représentatif de cette médecine qui permet, en fait, dans toutes les classes, d'avoir un enfant né issu de cette aide. Voilà, c'est également une médecine qui est relativement récente, puisque le premier bébé qui s'appelait à l'époque, on appelait ça des bébés éprouvettes, c'est un terme qui est plus vraiment très utilisé aujourd'hui, mais eh ben, le premier bébé éprouvette, elle s'appelait Amandine. Et elle est née en 1982. Et cette Amandine, l'année dernière, donc elle a eu 41 ans l'année dernière, et elle a donné naissance elle-même à une petite fille. Et pour la petite histoire, qui est plutôt assez chouette, c'est que le médecin, donc le professeur Friedman, qui a fait cette première, qui a aidé à ce premier bébé éprouvette, c'est le même qui était présent lors de son accouchement et qui l'a aidé à accoucher de sa petite fille. Et je pense que ça doit être assez magique en tant que médecin de pouvoir suivre ces patientes comme ça voilà. Donc la PMA en chiffres, c'est pour vous donner un ordre un peu de grandeur de cette infertilité qui existe en France et de l'aide qui peut être apportée. L'infertilité, elle a été définie donc par l'OMS comme une incapacité d'un couple à parvenir à une conception et à mener une grossesse à terme. Donc là, on parle d'incapacité, mais pas d'impossibilité. Donc, ça signifie que l'infertilité, on va pouvoir l'aider. Et surtout, dans cette définition, on va donner un timing et puis un âge de la femme. Et donc, du coup, il va falloir, donc après 1 an ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés pour les femmes de moins de 35 ans, et surtout, va être ajouté, c'est 6 mois. Si la femme a plus de 35 ans, et bien du coup, on va parler d'infertilité après 6 mois de rapports sexuels réguliers et non protégés. Cette notion de temps et d'âge pour la femme, elle est plutôt assez intéressante parce que les hommes, ils vont avoir une capacité de reproduction qui sera beaucoup plus longue que celle des femmes,
alors que celle des femmes, effectivement, on va se rendre compte que sur cette notion de fertilité, eh bien, il va y avoir une chute en fait de la fertilité à partir de 35 ans. Donc, sur la fertilité à 25 ans, si vous regardez sur le schéma, on va se retrouver avec une possibilité, c'est là où la fertilité, elle est la plus importante, avec 25% de chances d'obtenir une grossesse à chaque cycle. Ça signifie qu'en moyenne, si un couple décide d'avoir un enfant à 25 ans, ça signifie qu'en moyenne, entre 3 et 6 mois, madame réussit à tomber enceinte. En revanche, quand on va arriver entre 30 et 35 ans, cette probabilité, elle va diminuer et elle va être à 12%. Et à partir de 40 ans, les chances, elles vont être de 6% par cycle. Et sur le schéma, on va voir que le nombre de follicules par rapport à l'âge de la femme, eh bien, à partir de 35 ans, là où la courbe, elle était décroissante et de façon plutôt douce, et bien à partir de 35 ans, on va s'apercevoir qu'il va y avoir un déclin de la fertilité. C'est la raison pour laquelle, en fait, les recommandations aujourd'hui, elles sont de proposer à ces couples, si la femme a moins de 35 ans, et bien de dire au bout d'un an, si vous n'avez pas réussi à tomber enceinte, n'hésitez pas à vous faire aider. Et pour la femme qui a plus de 35 ans, et ben on va passer à 6 mois. Pour plusieurs raisons. Effectivement, cette première raison, c'est le fait que cette fertilité, il y a un déclin qui est plutôt important en fait à partir de 35 ans, même 35-37 ans. Alors donc toutes les femmes, elles se trouvent jeunes à 35 ans, donc c'est plutôt particulier de parler d'un âge en fertilité. Mais il n'empêche que le graphique montre bien les choses. Et puis, c'est surtout que rentrer dans des protocoles de PMA, ça peut être long. Et puis, ça peut demander pas mal de temps, à la fois pour prendre des rendez-vous, à la fois pour parfois être sur liste d'attente quand il y a des demandes de dons, à la fois pour faire tous les examens qui sont nécessaires pour rentrer dans ces parcours. Et donc, du coup, peut-être que la première chose qu'on peut faire, nous, en tant que soignants, quand on rencontre ces couples ou ces femmes qui désirent avoir des enfants, c'est de leur dire, écoutez, en tout cas, à partir de cet âge de 35 ans, n'hésitez pas à vous faire aider et n'attendez pas. Il y a beaucoup de femmes, parfois en consultation que j'ai, qui me disent « Ah là là, mais moi je ne savais pas, je trouve ça, j'ai perdu du temps et je trouve ça dommage et j'aurais aimé être informée. » Et donc ça, je pense que c'est une des premières choses qu'on peut faire nous, en tant que professionnels de santé, c'est informer sur cette fertilité qui, effectivement, à 35 ans, commence à baisser de façon assez drastique. Alors, les facteurs d'infertilité, comment est-ce qu'ils sont répartis? Comment est-ce qu'on répartit l'infertilité? On s'aperçoit que cette infertilité, elle est assez bien répartie, à la fois parce que on a 30% de l'origine de l'infertilité qui est d'origine masculine, une égalité plutôt parfaite avec les femmes où effectivement on a 30% d'origine d'infertilité féminine. On va s'apercevoir qu'on a 25% où le facteur d'infertilité, il est imputé aux deux, donc à 25%. Et puis parfois, on a des origines qu'on appelle inexpliquées ou des causes idiopathiques. Et pour presque 15% en fait, de ces recherches en fait, d'infertilité chez ces couples. Donc, l'idée, c'est de vous parler là un peu plus de cette infertilité qui existe. Donc, chez les hommes, la plupart du temps, on va avoir des anomalies spermatiques, dont je vais vous parler sur les slides d'après. Il peut y avoir également chez les hommes, en tant que, pour essayer de comprendre en fait cette infertilité, des troubles hormonaux, parfois des varicocèles, c'est lorsqu'il y a des veines qui sont dilatées au niveau des testicules, et donc ça provoque de l'infertilité. Il peut y avoir des obstructions des voies génitales et puis des infections chroniques également parfois. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout développer, mais je vais vous développer en tout cas les anomalies spermatiques chez l'homme pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne et pourquoi les difficultés des spermatozoïdes entraînent cette infertilité. Chez les femmes, je pense qu'il y a deux maladies. On n'appelle pas, en tout cas le SOPK, c'est pas vraiment une maladie, mais en tout cas, il y a deux maladies, je pense qu'il faut connaître et qui sont facteurs vraiment d'infertilité. C'est l'endométriose et le SOPK, donc c'est le syndrome des ovaires polykystiques. On peut avoir aussi des troubles de l'ovulation, une insuffisance ovarienne quand il n'y a pas assez de follicules dans l'ovaire. Et puis, c'est les femmes également qui ont les trompes qui sont bouchées. Et donc, du coup, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte ne pourra pas se faire. Donc, tout ça, ce sont des facteurs d'infertilité dont je vais vous développer, en fait, à la fois l'endométriose et puis à la fois le SOPK.
Quand l'infertilité elle est imputée aux 2, on va retrouver surtout cette difficulté environnementale, des perturbateurs endocriniens. On en parle de plus en plus. Ça rentre dans toutes les consultations en fait des médecins, et notamment des médecins spécialisés, des gynécologues, parce que ces perturbateurs endocriniens eh bien, vont affecter la capacité reproductive de l'homme et de la femme et mettre en difficulté vraiment ces couples parce qu'ils sont exposés à des perturbateurs endocriniens. Je vais prendre le temps également d'en parler. Quand ils sont imputés aux 2, on peut aussi avoir le tabac et puis le poids. Voilà, ça joue sur ces infertilités. Le tabac, on a l'impression que c'est ce qui va provoquer les cancers, etc. Mais dans l'infertilité, ça joue énormément. On a des délais de conception qui sont pratiquement augmentés de 4 à 6 mois chez une femme qui fume. Et puis, quand elles sont prises en charge et qu'elles sont encore en train de fumer, eh bien, l'implantation embryonnaire, elle est beaucoup moins importante que versus une femme qui ne fume pas. Et puis, ces facteurs d'infertilité qui sont inexpliqués, donc on appelle ça des causes idiopathiques. Alors, parfois, on peut se dire que la médecine, elle est relativement récente, cette PMA, il y a certainement plein de choses encore à trouver et à expliquer. Et puis, parfois, on peut mettre ça sur le compte du stress. Parfois également, c'est pas évident de parler pour les couples de leurs difficultés sexuelles. Et donc, parfois, il peut y avoir cette approche à mener en fait avec ces patients pour essayer de comprendre pourquoi cette difficulté de fertilité. On peut parler également des facteurs psychologiques et puis cette manque de connaissances effectivement médicales. Je vous propose du coup de regarder ensemble les anomalies spermatiques. Donc le spermogramme, c'est un examen qui est fait en première intention chez l'homme à partir du moment où il y a effectivement ce retard de projet parental. Et donc on va analyser à la fois la mobilité, la morphologie et la concentration de ces spermatozoïdes. Le résultat va orienter sur des protocoles spécifiques en PMA, soit on va orienter sur une insémination artificielle, soit sur une fécondation in vitro, et ce sera en fonction des résultats de tout ça. Donc des spermatozoïdes, lorsqu'ils ont une mobilité qui est un peu affectée, ils vont avoir des difficultés pour aller remonter dans les trompes, passer la cavité utérine, remonter dans les trompes à la rencontre de l'ovocyte. Et donc, du coup, cette difficulté, donc, elle s'appelle l'asténospermie. Ça veut dire qu'il y a une baisse de la mobilité des spermatozoïdes. Et on va pouvoir aider en fait ces couples à partir du moment où il y a une asténospermie pour essayer de pallier en fait à ça. La morphologie des spermatozoïdes va être également regardée. Quand il y a une difficulté sur cette morphologie, on appelle ça la tératospermie. L'aspect, il est plutôt assez important, et notamment au moment de la fécondation, puisqu'il faut que le spermatozoïde n'ait qu'une seule tête, c'est un flagelle qui soit normal, et donc cette morphologie, elle va être analysée, pour orienter sur ces fameux protocoles. La concentration, elle va être importante aussi. On appelle ça, lorsqu'il y a un manque de concentration et puis une baisse du nombre en fait, de spermatozoïdes, on dit que c'est une oligospermie, donc la baisse de la concentration des spermatozoïdes, voilà, oligospermie ou hypospermie. Parfois, sur les résultats de ces spermogrammes, vous allez voir le terme OATS. Eh bien, ça signifie oligo-asténotératospermie. Ça signifie qu'il y a à la fois une baisse de la mobilité, à la fois une baisse de la morphologie et puis à la fois une baisse de la concentration. Et en fonction des résultats, pareil, ce sera une orientation sur des protocoles particuliers. Je voulais juste rajouter quelque chose sur cette slide, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée donc, il y a 2 ans, non, l'année dernière, qui montrait que finalement, en 40 ans à peu près, la quantité des spermatozoïdes avait diminué de 50% chez les hommes. Et la concentration aussi avait diminué, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression que la fertilité, les hommes, ils ont beaucoup de spermatozoïdes. Il n'empêche qu'en 40 ans, il y a 50% de perte de spermatozoïdes, ce qui signifie qu'un grand-père a 50% de plus de spermatozoïdes que son petit-fils aujourd'hui.
Et cette baisse, elle est assez surprenante. Et surtout, on essaie de l'expliquer. Et ce serait une explication notamment justement avec tous ces perturbateurs endocriniens qui peuvent intervenir dans cette baisse. Donc, l'anomalie spermatique, c'est une des premières causes d'infertilité masculine. Pour faire cet examen, c'est le spermogramme. Ça se fait au laboratoire par masturbation et voilà. Et donc, c'est cette première dynamique-là pour essayer de comprendre en fait l'infertilité chez les hommes. Chez les femmes, on va avoir une maladie qui s'appelle l'endométriose. On en parle quand même beaucoup ces dernières années. C'est une maladie qui va toucher 10% des femmes. Et parmi ces 10% des femmes, eh bien, 40% de ces 10% vont rencontrer des difficultés de fertilité. En moyenne, la femme, elle met 7 ans pour être diagnostiquée de cette maladie. Et puis, c'est une maladie qu'on connaît aujourd'hui quand même un petit peu mieux. Et on sait que dans 70% des cas, il y a des douleurs qui sont hyper importantes. Donc, pour essayer de bien comprendre l'endométriose, je voudrais juste revenir sur ce que c'est que l'endomètre, parce que l'endométriose, c'est la présence, en fait, de morceaux d'endomètre en dehors, en fait, de la cavité utérine. Et donc, elle va être reconnue par le corps comme étant un corps étranger et il va y avoir une inflammation qui va être provoquée. Donc, l'endomètre, en fait, c'est la partie qui est située à l'intérieur de la cavité utérine ici. Elle est sensible aux hormones parce qu'elle va commencer, c'est une muqueuse qui va s'épaissir pour accueillir en fait la nidation. Et puis, quand il n'y a pas de nidation, au fur et à mesure du cycle, eh bien, elle va finir par tomber, et c'est les règles, et saigner. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a des morceaux d'endomètre qui se retrouvent à d'autres endroits que dans cette cavité utérine, eh bien, ça va rester sensible aux hormones, ça va provoquer une inflammation, et surtout, ça va saigner. C'est la raison pour laquelle l'endométriose, elle est facteur d'infertilité. Parce que si elle se retrouve sur les trompes, comme on voit sur le schéma ici, ça va provoquer des adhérences et ça va empêcher finalement les spermatozoïdes de pouvoir remonter à la rencontre de l'ovocyte. Si cette endométriose, elle se retrouve à l'intérieur du muscle utérin, eh bien, cette approche inflammatoire va empêcher la nidation de se faire correctement. Parfois, l'endométriose va se retrouver aussi au niveau du col de l'utérus ou au niveau vaginal et ça va provoquer en fait chez les couples, en tout cas chez les femmes, des douleurs au rapport sexuel qui sont assez importantes et donc une raréfaction des rapports sexuels et donc du coup, ça ne potentialise pas les chances de concevoir un bébé. Et puis la dernière chose qui est assez importante de connaître, c'est que parfois l'endométriose, elle va se mettre sur les ovaires, on appelle ça des endométriomes, et donc ça va kysticiser un peu les ovaires et ça va grignoter la réserve ovarienne et donc du coup il y aura une baisse de fertilité parce qu'il n'y aura plus assez de follicules disponibles pour la fécondation. Donc ça, c'est la première maladie qui est responsable d'infertilité féminine. Et la deuxième, je pense qu'il est importante de connaître aussi, c'est ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ce syndrome des ovaires polykystiques, donc appelé SOPK, le mois de septembre, c'était le mois de sensibilisation justement de ce SOPK. Et donc, les associations de patients de SOPK ont fait des choses absolument extraordinaires pour faire connaître en fait cette maladie. Donc, c'est une femme sur 10 qui est concernée par cette maladie. Et c'est surtout la première cause d'infertilité féminine. Alors, elle a été appelée syndrome des ovaires polykystiques parce que les premiers médecins qui l'ont vue on pensait que c'était des kystes. Et en fait, ce qu'on voit sur le schéma ici, c'est la présence de plusieurs follicules qui ont un développement qui est inachevé, mais ils l'ont appelé SOPK en pensant que c'était des kystes. Sauf qu'en fait, il faut vraiment, vraiment dire aux femmes que ce n'est pas des kystes en fait, qu'elles ont, c'est vraiment en fait, des follicules qui sont inachevés. C'est une difficulté, ce syndrome des ovaires polykystiques, c'est une maladie qui est hormonale. En fait, chez ces femmes, on a une présence importante
d'une hormone qui s'appelle l'androgène, qui est plutôt une hormone masculine habituellement. C'est l'hormone qui est responsable en fait du développement des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Et elle se retrouve en quantité plutôt importante chez la femme et ça va provoquer un dérèglement hormonal avec une incapacité de l'ovaire à aboutir à une ovulation. Et donc, du coup, les follicules vont tous se développer et il n'y en a pas un qui va ovuler. Ce qui fait que dans un premier temps, le syndrome des ovaires polykystiques va jouer sur la fertilité de la femme parce qu'il va y avoir une rareté et une absence d'ovulation. Et c'est une maladie qui va en plus évoluer parce que derrière, il va y avoir une difficulté métabolique avec, c'est des femmes qui ont des résistances à l'insuline et donc du coup qui vont avoir des risques métaboliques, des risques de diabète et des risques cardiovasculaires associés. Donc ça, c'est dans un deuxième temps et un peu plus tardivement. Et dans ce syndrome des ovaires polykystiques, le fait qu'il y ait cette rareté ou cette absence d'ovulation, eh bien ça va provoquer cette infertilité. Voilà. L'hyperandrogénie va provoquer aussi d'autres symptômes plutôt un peu atypiques parce que c'est des femmes qui vont se retrouver avec des poils au niveau du visage, avec de l'alopécie, donc le fait de pouvoir perdre ses cheveux assez rapidement, avec de l'acné, et tout ça, c'est lié en fait à cette hyperandrogénie. Donc, pour diagnostiquer en fait un syndrome des ovaires polykystiques, ça s'appelle les critères de Rotterdam. Il faut que ces femmes aient 2 des 3 critères de Rotterdam, où il y ait effectivement une hyperandrogénie qui soit vérifiée par prise de sang, soit de façon clinique avec ces symptômes, ces signes que je vous disais tout à l'heure. Et puis au niveau de la fertilité, qui est une absence d'ovulation, à l'échographie, qu'on puisse voir qu'il y ait plus de 12 follicules à l'intérieur de l'ovaire. Et voilà, donc du coup, les symptômes de ce syndrome des ovaires polykystiques, ils sont assez nombreux. Donc, première cause d'infertilité chez les femmes, on va se retrouver effectivement avec des symptômes qui vont être liés à l'infertilité, sur une infertilité anovulatoire, avec une LH qui va être élevée mais sans pic, des troubles de l'ovulation avec une augmentation du volume des ovaires, une baisse du taux de la FSH et puis surtout des règles irrégulières. L'hyperandrogénie va donner effectivement ces symptômes d'hirsutisme, d'acné et puis d'alopécie. Et puis les troubles métaboliques qu'on va retrouver dans un deuxième temps avec une prise de poids, c'est des patientes qui vont vers l'obésité, une résistance à l'insuline, de la fatigue, de la dépression et puis le trouble métabolique. Donc ce syndrome des ovaires polykystiques, il est plutôt à connaître dans l'approche de la PMA parce que c'est des femmes qui ont plutôt des très bonnes réserves ovariennes, mais qui, de fait de ne pas pouvoir, d'avoir très peu d'ovulation dans l'année, vont être en difficulté de ce côté-là. Je voulais vous parler également des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est une substance qui va altérer en fait les fonctions du système endocrinien. Et ça va induire des effets assez nocifs sur la santé des personnes et surtout sur ses descendants. Donc, il existe, vous avez certainement déjà entendu parler donc, dans ces perturbateurs endocriniens du bisphénol A ou bien des phtalates. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui ont été retirés du marché et surtout interdits, déjà parce qu'il y en avait dans les biberons et il y en avait surtout dans les matériaux qui étaient en contact direct avec les denrées alimentaires. Il y en avait aussi sur les tickets de caisse. Donc, tout ça, ça a été interdit. Il n'empêche qu'il en reste encore en grosse quantité. Et donc, ces perturbateurs endocriniens, ils vont être intégrés, en fait, c'est des petites substances qui vont être intégrées dans le corps, soit par contact, donc ça va être tout ce qui est perturbateurs endocriniens qui sont dans les cosmétiques, soit par les pesticides, ça signifie qu'en fait, ce sont tous ceux qu'on va avaler dans l'alimentation, et puis soit par inhalation, et c'est tous ceux qu'on va retrouver dans la pollution. Comment ils agissent, ces perturbateurs endocriniens? Eh bien, ils vont se mettre sur les glandes endocrines. En fait, une glande endocrine, c'est une glande qui va permettre de sécréter une hormone pour avoir une action sur un autre organe. La plus connue, c'est le pancréas qui va sécréter son insuline pour pouvoir faire diminuer le taux de sucre dans le sang. En fertilité, il y a plusieurs glandes endocrines, et notamment les testicules chez les hommes qui vont sécréter une hormone qui est la testostérone pour fabriquer les spermatozoïdes.
les ovaires chez les femmes qui vont sécréter aussi des hormones, la FSH et les oestrogènes et la progestérone pour avoir une action dans la fertilité. Et puis on en a aussi au niveau du cerveau, ça s'appelle l'hypothalamus et l'hypophyse, qui vont aussi sécréter des hormones et qui vont jouer en fait dans la fertilité. Ces perturbateurs endocriniens, eh ben, en fait, ils vont venir se mettre à la place se mettre dans ces glandes endocrines et ils vont venir perturber en fait le bon fonctionnement interne de la fertilité. Donc, ce qui est plutôt aussi important de connaître et de savoir dans ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'en fait, il existe des fenêtres de vulnérabilité pendant lesquelles, en fait, ils sont encore plus nocifs. Et la période de préconception chez les femmes, c'est une période de vulnérabilité. Ce qui fait que je pense qu'on a tous un rôle aussi en tant que professionnels de santé pour pouvoir en fait se prévaloir de ces perturbateurs endocriniens, de les connaître et puis de pouvoir conseiller en fait nos patients sur le fait d'avoir une hygiène de vie entre guillemets irréprochable. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut aussi penser aux bons gestes à adopter et puis ceux à éviter pour éviter ces perturbateurs endocriniens. Donc quand il s'agit d'une exposition professionnelle, c'est plutôt un peu plus compliqué. Mais quand on est sur des expositions qui sont dans notre quotidien, et ben c'est assez intéressant de pouvoir dire, ben voilà, dans votre environnement intérieur, vous pouvez aérer en fait, parce que la pollution, elle peut venir aussi de chez soi. Vous pouvez aérer en fait votre intérieur 10 minutes par jour, le matin et le soir. Et surtout, vous pouvez éviter plein de choses, les insecticides, les déodorants, les bougies parfumées, parce qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens dans les bougies parfumées, les parfums d'ambiance, on n'y pense pas forcément, mais il y a des bonnes odeurs, mais ça perturbe tout ce système endocrinien, et surtout la fumée de cigarette. Au niveau de l'alimentation, il va bien sûr falloir privilégier en fait tout ce qui est produits bio, les laver, les éplucher, et puis voilà, pour éviter ces pesticides, et puis à éviter les aliments qui sont ultra transformés. C'est plutôt des gestes de bon sens pour éviter en fait tout ça, mais c'est pas forcément évident de mettre tout ça en place chez soi ou voilà. Donc pour les infirmiers libéraux, ce qui est la grande chance que vous pouvez avoir, c'est d'être directement en fait au domicile de ces patients. Et la plupart du temps, quand ils sont en protocole de PMA, ils vont vous dire mais qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer en fait mes chances de réussite. Et je pense que cette dynamique de connaissance du perturbateur endocrinien va vous permettre d'avoir des réponses. Donc si je continue, on a effectivement la conservation et la cuisson des aliments. Privilégier la fonte, le verre et puis l'inox. Tout ce qui est Tefal, etc. En fait, en chauffant, il y a des petites particules qui se détachent et on va les ingérer et donc ça va provoquer des difficultés. On ne chauffe pas les plastiques et surtout on essaie d'éviter l'utilisation du micro-ondes. Sur tout ce qui est cosmétique et hygiène, bien sûr qu'il faut essayer d'utiliser des produits bio. Et surtout, le vernis à ongles, ça c'est vraiment, je crois que c'est celui qui en contient le plus. Pour l'instant, il n'existe pas du tout de naturel, donc ce sera compliqué. Effectivement, le vernis à ongles, ça fait vraiment partie de ces perturbateurs endocriniens qui sont difficiles à éliminer de son quotidien. Et puis la dernière chose sur ces bons gestes à adopter, pour les produits ménagers, l'idée c'est d'éviter, c'est surtout de privilégier en fait tout ce qui est le plus naturel possible, le vinaigre de vin blanc ou le bicarbonate de soude. Voilà, ça, c'est pour les gestes à adopter et ceux à éviter dans ces perturbateurs endocriniens. Je crois que tous ces facteurs d'infertilité, à partir du moment où on les connaît, on va pouvoir en fait prendre en charge nos patients. Voilà, si on connaît l'endométriose, si on connaît le SOPK, ça va nous permettre en fait de pouvoir poser les bonnes questions et de les accompagner en fait dans leur dynamique de désir d'enfant et de projet parental. Et puis surtout de pouvoir les conseiller sur ce qu'il y a de bon à faire et puis des choses à éviter pour augmenter leurs chances de réussite. Cette première partie, Priscilla, elle est terminée. Je ne sais pas si vous aviez quelques questions sur cette première partie de webinaire. Oui, tout à fait. Merci, Marie. Effectivement, il y a une question d'Aurélie qui demande quelles sont les causes de la diminution des spermatozoïdes chez l'homme. Alors, perturbateurs endocriniens, tabac, obésité, alimentation qui n'est pas forcément adaptée. Il peut y avoir aussi, alors ça c'est intéressant comme question, il peut y avoir aussi tout ce qui est chaleur. On a pas mal notamment avec les téléphones portables, quand on met les téléphones portables dans la poche du jean,
la spermatogénèse, en fait, elle se fait au niveau des testicules. Et les testicules sont en dehors du corps. Ça signifie qu'en fait, la fabrication de ces spermatozoïdes, elle se fait à 34 degrés et pas à 37 degrés comme dans le corps. Et donc, du coup, parfois, la chaleur, elle peut vraiment altérer en fait la production des spermatozoïdes et la qualité des spermatozoïdes. Le cannabis aussi. D'accord. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait, tout à fait. Sinon, j'ai une question de Sarah qui demande comment peut-on prendre en charge le syndrome des ovaires polykystiques? Ouais. Alors, la première prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques, c'est souvent des femmes qui ont un début d'obésité. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de début d'obésité, mais je crois que la première des choses à faire, c'est de les aider à perdre du poids parce que ça va augmenter les chances de fertilité. Et ensuite, dans les protocoles de PMA, on va aider, il va y avoir plusieurs approches. La première, ce sera de la stimulation par clomide pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une ovulation. Donc, ce sera très suivi. Et pour essayer effectivement d'aller jusqu'à l'ovulation. Si ça ne fonctionne pas avec des protocoles de stimulation, il va y avoir des protocoles de stimulation pas par comprimé, mais par injection de FSH. Et ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas, c'est un passage directement en protocole de FIV. Et accessoirement, il existe aussi des aides chirurgicales, ça s'appelle le drilling ovarien, et ça peut arriver d'aller inciser en fait ces ovaires pour essayer de faire échapper en fait ce liquide folliculaire pour repartir sur des meilleures bases. Mais la première prise en charge, elle sera plutôt sur le poids en fait, pour rétablir en fait un cycle un peu plus régulier. D'accord. Mais je suis d'accord avec. C'est Aurélie, hein, c'est ça. Je suis un peu d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'étant donné que c'est des femmes qui ont très peu leurs règles dans l'année, pour essayer d'arriver au bon moment de l'ovulation et d'avoir des rapports sexuels au bon moment pour arriver à concevoir, c'est pas du tout facile. Très bien, merci Marie. En revanche, pardon. 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 Allez-y Marie. Je vous ai coupé la parole. Non, c'est bon, j'avais fini. Très bien. Et sinon, dernière question sur ce petit chapitre-là. Les autres, on les verra dans les autres parties. Est-ce qu'il est possible de congeler ces ovocytes en cas d'endométriose si on a un projet parental pour plus tard? Oui, alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est ce qu'on appelle l'autoconservation des gamètes qui est autorisée à la fois lorsqu'il y a une maladie qui peut arriver, mais à la fois depuis 2021 sans maladie associée. Et effectivement, le fait que l'endométriose puisse se poser sur les ovaires, eh bien, et qu'on sait que ça va diminuer la fertilité, c'est des femmes qui peuvent en fait qui peuvent passer par un protocole de PMA pour aller récupérer en fait leurs ovocytes pour pouvoir leur proposer de les utiliser plus tard, alors même que la maladie de l'endométriose va altérer leur réserve ovarienne et donc du coup elles en auront pour plus tard au moment où elles auront un projet parental en vue. Voilà. Donc oui, très bien. Oui, c'est possible. Merci pour la réponse à toutes ces questions. On vous laisse continuer, puis on se retrouve à la prochaine partie. À tout à l'heure. Ok, très bien. Alors, du coup, face à toutes ces infertilités, eh bien, on va pouvoir proposer des techniques d'AMP ou des techniques de PMA, donc la procréation médicalement assistée. Donc, en définition, on dit que c'est un ensemble de pratiques où la médecine intervient dans la procréation pour aider ces couples à avoir des enfants. Donc, il existe plusieurs techniques. La première, ça va être plusieurs techniques ou plusieurs protocoles. Donc, la première, ça va être l'insémination artificielle. Je vais vous en parler. La deuxième, ça va être la fécondation in vitro. Je vais également vous en parler. Et il en existe d'autres. Donc, les protocoles de TEC, qui sont des transferts d'embryons congelés. Ça signifie qu'en fait, à partir du moment où il y a des embryons qui sont, congelés, et ben, on va pouvoir faire des cycles avec transfert d'embryons congelés. Rentre dans ces techniques d'AMP également le don de gamètes pour donner soit ses ovocytes, soit ses spermatozoïdes, soit ses embryons. La technique d'accueil d'embryons et puis cette fameuse technique d'autoconservation des gamètes où on va pouvoir
congeler en fait ces gamètes pour les utiliser plus tard si effectivement la femme, je ne sais pas, à 30 ans par exemple, décide de remettre à plus tard un projet parental parce que ce n'est pas le bon moment. Et donc du coup, elle pourra utiliser des ovocytes qui auront un âge inférieur à son âge au moment où elle les utilisera. Donc l'insémination artificielle. Ah oui, d'abord, je voulais vous parler, en fait, avant de débuter sur ces techniques d'AMP, je pense que c'est important de revenir sur ce qui se passe au niveau de la fertilité. Ça va me permettre d'amener les hormones et d'essayer de vous faire comprendre, en fait, comment fonctionnent ces techniques d'AMP. Donc, la fertilité, comment ça fonctionne? C'est important de connaître un peu tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte que ces protocoles, ils vont suivre en fait la physiologie naturelle de la femme. Donc là, sous les yeux, on a l'organe reproducteur de la femme, avec le vagin qui se situe ici, le col de l'utérus qui est à ce niveau-là, l'utérus qui est donc un muscle qui est creux, et je vous disais que ce muscle creux, il est tapissé par de l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est une muqueuse qui va évoluer au cours du cycle. Donc le premier jour du cycle, elle va tomber, ça va être les règles. Et puis au fur et à mesure, cette muqueuse, elle va s'épaissir pour accueillir en fait pour accueillir l'embryon. De cet utérus partent une trompe et une deuxième trompe. Les trompes, elles font à peu près 10 cm de long. Elles sont relativement fines. Elles se terminent par un pavillon de la trompe qui est ici et qui va entourer une fois par mois l'ovaire, qui est une glande qui est séparée en fait de la trompe, donc une glande endocrine, dont le travail de l'ovaire, ça va être une fois par mois de sécréter un ovocyte. On appelle ovocyte parce que dans toutes ces techniques de PMA, on appelle la graine ou l'ovule, on l'appelle l'ovocyte, mais il n'empêche qu'on peut aussi parler de graines, on peut parler d'ovule, on peut parler également de gamètes, pardon, je cherchais le mot. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette notion de fertilité pour que les choses fonctionnent bien? Eh bien, au cours d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont être déposés à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du col de l'utérus. Sous l'influence de la glaire cervicale, eh bien, ils vont passer à travers ce col de l'utérus pour pouvoir remonter. C'est la raison pour laquelle il faut qu'ils aient une taille, une mobilité, et puis ils soient en nombre suffisant pour pouvoir remonter dans les trompes ici à la rencontre de l'ovocyte qui va se situer ici. L'ovocyte, il ne se mobilise pas. Et à partir du moment où un spermatozoïde a rencontré et va rentrer au niveau de l'ovocyte, eh bien, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Le patrimoine génétique du père est dans la tête du spermatozoïde et le patrimoine génétique de la mère, il est dans le noyau de cet ovocyte. À partir du moment où il y a une fécondation, si tout se passe bien, il va y avoir une cellule avec la rencontre de ces deux noyaux qui va se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, 16, 32, etc. de façon exponentielle. Et cette division cellulaire, eh bien, elle va donner naissance à un embryon. On va parler d'embryon à partir du moment où il y aura cette division cellulaire. Cet embryon, donc la rencontre, elle se fait toujours à ce niveau-là, au niveau des trompes, parce que l'ovocyte, lui, il va vivre 24 à 48 heures, alors que le spermatozoïde, c'est lui qui va venir à la rencontre, parce que lui, il va pouvoir vivre 3 à 5 jours. Une fois que l'embryon, il est conçu, donc in vivo, à l'intérieur du corps de la femme, eh bien, il y a des petits cils qui sont dans cette trompe et qui vont pousser l'embryon pendant presque 5 jours, qui vont remonter en fait au niveau de ces trompes, pour ensuite être brassé 2-3 jours avant d'avoir les récepteurs suffisants pour pouvoir se nider ou s'accrocher dans l'endomètre. L'endomètre, à ce moment-là, il aura été hyper épaissi et donc du coup, il sera en capacité d'accueillir l'anidation et l'embryon pratiquement 7 jours en fait après la fécondation. Donc ça, c'est pour vous rendre compte qu'en fait, quand on rentre dans un protocole de PMA, on ne va pas demander grand-chose à l'homme parce que ce sera le spermogramme et ses spermatozoïdes, mais chez la femme, il va y avoir pas mal d'examens pour essayer de comprendre comment ça fonctionne en fait à l'intérieur de son corps et pour essayer de comprendre l'infertilité et ensuite de pallier à l'infertilité.
Donc, je vais vous montrer maintenant ce qui se passe à l'intérieur de l'ovaire. Ça va me permettre de vous parler également des hormones. Donc, à l'intérieur de cet ovaire, eh bien, sur un cycle à peu près de 28 jours, il va y avoir pas mal de petites choses qui vont se passer. Donc, on a la première période qui est entre le J1, qui est toujours le premier jour des règles, quand on parle de PMA. Le J1, c'est le premier jour des règles. Jusqu'au 14e jour à peu près, on appelle ça la période préovulatoire. Et ensuite, vers le 14e jour, a lieu l'ovulation. Ça veut dire que l'ovocyte qui est ici va sortir en fait de l'ovaire, va être capté par le pavillon de la trompe et puis déposé dans la trompe. La deuxième partie du cycle, elle s'appellera la période post-ovulatoire et on va avoir des petites choses qui vont se passer, je vais vous expliquer. Donc, le premier jour, on a en fait plusieurs follicules qui ont été… Alors, la différence entre le follicule et l'ovocyte, c'est que le follicule va contenir l'ovocyte et c'est comme une poche qui va être remplie d'eau. Et donc, du coup, ces follicules sont récupérés dans la réserve ovarienne sur les mois précédents. Et le jour où arrive le cycle en cours, eh bien, les premiers jours des règles, il y a entre 5 et 10 follicules qui sont présents sur cet ovaire en début de cycle. Et puis, au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, il n'y en a qu'un seul qui va être sélectionné et qui va se mettre à grossir et à grandir. Donc là, ici, les follicules, ils peuvent faire 2-3 mm. Et quand il n'y en a qu'un seul qui va être sélectionné, il s'appelle le follicule de De Graaf. Et il va arriver vers le 14e jour, il pourra faire presque 16-18 mm, voire 2 cm. Le 14e jour aura lieu l'ovulation, ça veut dire que l'ovocyte va sortir en fait de l'ovaire et ce follicule, lui, il va toujours rester dans l'ovaire et il va se transformer en ce qu'on appelle un corps jaune qui aura un rôle hyper important parce que lui, il va sécréter une hormone qui s'appelle la progestérone et qui va aller épaissir l'endomètre encore plus pour accueillir éventuellement la nidation si cet ovocyte-là, il va être fécondé. Donc, ça me permet d'introduire en fait les hormones. Une fois que vous avez compris ce cycle de l'ovaire, eh ben tout ça, ça ne fonctionne et c'est cyclique que parce qu'il y a l'intervention d'hormones. Donc, il y en a en fait 4 qu'il faut que vous connaissiez d'hormones parce qu'on va les retrouver dans tous les traitements injectables de PMA. La première, c'est que ça s'appelle l'hormone, elle s'appelle la FSH et c'est celle qui va permettre de faire grossir les follicules. À partir du moment où il y a la FSH, les follicules, ils vont se mettre à grossir et naturellement, le corps de la femme n'en a finalement en quantité suffisante que pour un seul. Donc, de tous les follicules qui sont ici, il n'y en a qu'un seul qui va se mettre à grossir. Donc, cette FSH, elle est sécrétée par notre cerveau et elle va permettre le développement de ces follicules. Les oestrogènes, deuxième hormone, les oestrogènes, ils sont sécrétés par les follicules qui grossissent. Quand le follicule est tout petit, les oestrogènes, elles sont en toute petite quantité et quand le follicule est très gros, les oestrogènes, elles sont en grosse quantité. Et ces oestrogènes, elles vont aller échanger en fait avec le cerveau. La troisième hormone qui est à connaître, c'est la LH. Donc ça, c'est celle qui permet en fait en 38 à 40 heures, elle va permettre l'ovulation. Donc on sait qu'en fait, quand le follicule arrive à maturation, et que l'ovocyte est mature, on sait qu'au niveau du cerveau, il va y avoir une sécrétion d'un pic de LH assez important. Et on sait que quelques heures après, donc 38 à 40 heures, aura lieu l'ovulation. Cette notion de temps, elle est plutôt importante, notamment sur les ordonnances qu'on va retrouver en PMA. Et puis cette progestérone, je vous disais, le follicule qui se transforme en corps jaune et qui reste en fait en corps jaune et qui va sécréter en fait cette progestérone pour épaissir l'endomètre. Ce qui est intéressant de voir dans ce cycle de l'ovaire, c'est que dans les protocoles de PMA qu'on va avoir, on va vouloir en fait 3 choses. La première, c'est que l'immense chance qu'on a, c'est qu'en fait, on a plusieurs follicules qui sont présents ici au début du cycle. Et donc, du coup, l'idée, dans une fécondation in vitro, c'est d'aller tous les stimuler en augmentant le taux de FSH. Dans une insémination artificielle, on va essayer d'en faire grossir au moins 1 pour arriver jusqu'à l'ovulation. Donc, on va pouvoir avoir une action au niveau des traitements injectables en stimulant en fait les follicules qui sont ici avec de la FSH. Il y a beaucoup de stylos qui existent avec de la FSH. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est bloquer l'ovulation. Le problème, c'est que si on stimule et que l'ovulation spontanée, elle a lieu trop tôt, on ne va pas pouvoir aller récupérer en fait ces oocytes directement dans les follicules. Et donc, du coup, on a des traitements qui vont bloquer en fait ce qui se passe au niveau du cerveau et empêcher le pic de LH de arriver.
Et puis, on va avoir un troisième traitement qui va nous permettre en fait de déclencher l'ovulation parce que naturellement, ce pic de LH, il va permettre en fait à l'ovocyte ici d'aller de se préparer en fait à l'ovulation. Et ça, physiologiquement parlant, il va falloir qu'on fasse exactement la même chose sur des protocoles de PMA. Donc, si je récapitule avec les traitements et les injections, alors, donc du coup, en FIV ou en insémination artificielle, on va pouvoir, en fait, maintenant qu'on connaît ces hormones, on va pouvoir travailler sur le cycle de l'ovaire pour pouvoir potentialiser une ovulation quand on est en insémination et pour pouvoir potentialiser la croissance de tous ces follicules qu'on ira récupérer directement dans l'ovaire au moment presque de l'ovulation. Donc, quand vous allez avoir des prises en charge avec des ordonnances, vous allez forcément avoir en fait 3 traitements qui sont injectables et que vous allez retrouver dans pratiquement chacune des ordonnances. La première des traitements, ça va être un traitement qui va stimuler à base de FSH ou de FSH avec un petit peu de LH, qui va stimuler la croissance des follicules. Donc, ces traitements, ça va être le Gonalef, le Purégon, l'Ovalip, le Bemfola, l'Elonva, le Pergoveris, le Ménopure ou le Fertistart. Ils ont pour objectif en fait d'agir sur l'ovaire pour faire grossir un follicule dans le cadre d'une insémination ou plusieurs follicules dans le cadre d'une FIV. Le deuxième traitement qu'on retrouvera systématiquement sur les ordonnances, ça va être celui qui va bloquer, donc mettre au repos l'ovaire et bloquer l'ovulation spontanée pour permettre au follicule à la fois de continuer à grandir et à se développer et à la fois d'éviter, à partir si le jour où il y a une ovulation, quand on est dans le protocole de FIV, s'il y a une ovulation qui est spontanée, on ne pourra pas aller récupérer en fait les ovocytes dans les trompes. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait bloquer cette ovulation spontanée pour pouvoir déclencher au bon moment et récupérer tout ça au bon moment. Donc le blocage, il se fait, en fait, il y a 2 manières de bloquer cette ovulation spontanée. Il se fait soit par des traitements qu'on appelle agonistes, soit par des traitements qu'on appelle antagonistes. Donc c'est des agonistes ou des antagonistes de la GnRH. Donc les agonistes, c'est du décapeptyle ou le Cinarel, et l'antagoniste, c'est le Firemadel, le Cétrotide ou l'Orgalutran. Et enfin, le troisième traitement qui est injectable, c'est celui qui va déclencher l'ovulation. Donc, on va savoir qu'à partir du moment où on déclenche l'ovulation, on va mimer le pic de LH et on sait que 38 à 40 heures plus tard, l'ovulation aura lieu. Donc, on va savoir dans l'insémination artificielle, par exemple, quand aller inséminer et déposer les spermatozoïdes de monsieur, pile au bon moment du déclenchement, pile au bon moment de l'ovulation. Et dans le cadre de la fécondation in vitro, et bien du coup, on ira récupérer ces fameux ovocytes dans les follicules 36 heures après l'injection du déclenchement. L'injection du déclenchement, elle permet de préparer l'ovocyte dans le follicule et ensuite on sait que 38 à 40 heures après aura lieu cette fameuse ovulation. Là, il n'y a qu'un traitement qui existe, c'est celui qui s'appelle l'Ovitrel, que vous voyez sur presque toutes les ordonnances, et qui permet de mimer ce pic de LH. Un petit mot sur les injections, parce que c'est toujours un moment qui est un petit peu particulier chez les couples, lorsqu'ils reviennent de leur consultation et ils vont démarrer leur protocole et qu'il faut se faire ces injections. Il y a quand même beaucoup de stress en fait inhérent à tout ça. Et je trouve que c'est important pour nous, en tant que professionnels de santé, de pouvoir en fait accompagner ces couples dans ces injections. La plupart du temps, c'est des stylos auto-injecteurs et donc ils peuvent se faire en fait ces injections. Et puis parfois, ils ont besoin d'un petit coup de main. Donc c'est les infirmiers libéraux qui vont faire ça. Et je trouve que c'est un super moment pour faire de l'éducation thérapeutique. Voilà. Et donc du coup, ces injections sous-cutanées, elles sont à faire en sous-cutané, donc ça c'est possible de l'expliquer aux patients, c'est-à-dire qu'on va faire sous la peau, mais pas dans le muscle ni dans une veine. Donc on peut leur montrer en fait la façon de faire tout ça. Et puis on va le faire soit au niveau du ventre, soit au niveau de la cuisse. Et puis surtout, c'est un super moment aussi pour pouvoir peut-être proposer au conjoint qui parfois a du mal à trouver sa place en fait dans ces protocoles, pouvoir proposer au conjoint de s'investir et de pouvoir faire ces injections. Donc, si on rentre maintenant dans le parcours d'insémination, donc là, l'idée, c'était de comprendre en fait comment ça fonctionne et comment les hormones fonctionnent. Donc, vous avez la FSH qui fait grossir les follicules, la LH qui, en 38 à 40 heures, va déclencher l'ovulation, et puis la fameuse progestérone qui va épaissir l'endomètre.
Donc, un parcours d'insémination, donc ça c'est le premier parcours que je voulais vous faire découvrir. Eh bien, l'insémination, c'est le fait de placer donc, directement les spermatozoïdes dans l'utérus au moment de l'ovulation. Et la fécondation, elle se fera in vivo, ça veut dire qu'elle se fera à l'intérieur du corps de la femme, à la différence de in vitro qui sera fait au laboratoire à l'extérieur du corps de la femme. Mais donc, du coup, le parcours d'insémination, on sera vraiment sur un rapprochement en fait de l'ovocyte et des spermatozoïdes. Donc les indications, c'est lorsque la qualité spermatique elle est insuffisante, mais qui sont quand même suffisants pour pouvoir se mobiliser. Et donc du coup, on va placer directement ces spermatozoïdes dans la cavité utérine. Donc on va éviter le passage du col de l'utérus, de la glaire cervicale. On va les placer dans la cavité utérine. L'autre indication, c'est les échecs répétés de stimulation simple de l'ovulation. Donc, c'est une autre technique qui permet d'essayer d'avoir des enfants. Mais quand il y a des échecs répétés de cette stimulation, on va passer en fait à l'insémination. Parfois, quand il y a un dysfonctionnement de la glaire cervicale, on va proposer cette insémination. Et puis, parfois, sur des infertilités inexpliquées, on passera dans ce parcours d'insémination qui est plus simple, entre guillemets, que le parcours de fécondation in vitro. Donc, à quoi ressemblent les différentes étapes de cette insémination artificielle? Eh bien, l'étape 1, chez madame, il va falloir avoir une ovulation pour pouvoir la mettre pile au bon moment avec l'insémination. Et donc, du coup, on va commencer par faire une stimulation ovarienne. Ça veut dire qu'on va injecter de la FSH pour faire en sorte qu'il y ait au moins un follicule qui arrive à maturation et on va aider en fait le cycle de la femme avec ces injections-là. Il va y avoir un suivi échographique et puis un suivi de prise de sang régulier pour regarder le nombre de follicules qui grossissent, etc. Savoir comment ça évolue et surtout pour pouvoir savoir à quel moment on va déclencher l'ovulation pour pouvoir faire l'insémination. Parfois, dans ces protocoles d'insémination, il peut y avoir plus ou moins un blocage de l'ovulation pour éviter que l'ovulation spontanée ait lieu. Ce n'est pas le cas à chaque fois, mais parfois on peut rajouter effectivement du cétrotide, de l'orgalutrant ou du firémadel pour essayer de faire en sorte de faire arriver le follicule à maturation et pour pouvoir être au bon moment avec son insémination artificielle. La deuxième étape, elle va être sur le déclenchement de l'ovulation, donc toujours avec de l'ovitrel, ce qui va libérer en fait dans l'ovocyte, ça va libérer l'ovocyte dans les trompes. Et au moment de la libération de l'ovocyte dans les trompes, on sait que quand on fait l'ovitrel à un moment donné précis, eh ben, on va retrouver l'ovulation qui aura lieu 38 à 40 heures plus tard. Et donc, du coup, on fera l'insémination 36 heures plus tard. L'insémination artificielle, elle se fait donc avec le recueil du sperme du conjoint qui se fait le matin. Il peut y avoir des dons de sperme, mais en tout cas, sur le recueil du sperme du conjoint, ça se fait le matin. Et ça ressemble effectivement à ça, parce qu'il va falloir aussi qu'il y ait un travail de fait sur le sperme. Donc, ce recueil de sperme, donc toujours au laboratoire, avec une abstinence parfois qui est demandée de 2 à 5 jours. Il va être récupéré, ces spermatozoïdes vont être récupérés et puis mis dans des pipettes comme ça, avec du liquide de différentes densités, de plus en plus dense. Et une fois que ce sera passé à la centrifugeuse, eh bien, les spermatozoïdes les plus vigoureux ils vont se retrouver en fait en bas tout en bas, et c'est ceux qui vont être récupérés pour aller inséminer la conjointe. C'est pas très joliment dit comme ça, mais donc pour madame, l'insémination artificielle, ça se fait comme ça. Elle est installée en fait en position gynécologique. On va avoir donc ici le vagin, ici l'utérus. On voit une trompe qui vient vers nous avec un ovaire qui est ici. Et donc un spéculum va être introduit au niveau vaginal et le médecin va récupérer en fait les spermatozoïdes donc les plus vigoureux qui viennent d'être travaillés et avec un petit cathéter en plastique qui est relativement souple va le mettre à l'intérieur de la cavité utérine et va injecter en fait ces spermatozoïdes dans la cavité utérine et ces spermatozoïdes après, donc c'est un geste qui est pas forcément douloureux, qui est assez rapide, en un quart d'heure, 20 minutes. C'est fait et ça va permettre à ces spermatozoïdes d'aller directement à la rencontre, en fait en remontant dans les trompes, de l'ovocyte et qu'on sait que cet ovocyte vient d'être sécrété parce qu'il y a eu l'injection de l'ovitrel qui permet de savoir que pile au bon moment, eh ben, on va rapprocher les deux gamètes pour augmenter les chances de réussite.
Un protocole d'insémination, donc sur une ordonnance que vous allez voir, ça va ressembler à ça, c'est-à-dire que le premier jour des règles, qu'on appelle toujours le J1, on va avoir la stimulation des follicules avec de la FSH quelques jours après le début des règles, plus ou moins un déclenchement, un blocage plus ou moins un blocage ovarien. C'est pas forcément à chaque fois, mais ça peut arriver. Ça veut dire qu'on va éviter l'ovulation spontanée. Et puis, on va avoir des surveillances et contrôles échographie réguliers et puis des prises de sang. Et puis, un déclenchement de l'ovulation, donc par ovitrelle. Et 36 heures après, on va avoir à la fois l'insémination et le recueil de sperme en espérant qu'il y ait une grossesse quelques semaines plus tard. Donc ça, c'est le protocole d'insémination qui est une technique, donc une technique de PMA qui existe et qui permet d'avoir des résultats assez intéressants et surtout de laisser la fécondation. C'est une technique qui est moins difficile à mettre en place que la technique de FIV. Donc, elle est plutôt proposée en première intention. Et ensuite, quand ça ne fonctionne pas, parfois, eh bien, on va proposer des protocoles de FIV. Donc, le parcours de FIV, il va être le suivant. Ça va consister en fait à récupérer les ovocytes donc dans les ovaires au moment de l'ovulation pour mettre en fécondation avec les spermatozoïdes au laboratoire. Et donc, la fécondation, cette fois-ci, elle se fera in vitro. Ça signifie qu'elle se fera au laboratoire, à l'extérieur du corps de la femme. Les indications, c'est souvent quand il y a des femmes qui ont les trompes altérées. Si les 2 trompes sont bouchées, en fait, on sera obligé de passer par une FIV. Quand les spermatozoïdes ils ont une qualité franchement insuffisante, et bien du coup, on va pouvoir faire cette FIV et parfois même aller introduire le spermatozoïde dans l'ovocyte, je vais vous montrer. Parfois, sur des infertilités inexpliquées, et bien, à un moment donné, on va passer en parcours de FIV et puis souvent sur des échecs de traitement antérieurs. Le parcours de FIV, donc un peu plus long que le parcours d'insémination artificielle, on va avoir la première étape qui va être la stimulation des follicules avec obligation de contrôle de l'ovulation spontanée. On ne veut surtout pas que les ovocytes ils sortent de l'ovaire parce que s'il y a une ovulation qui est spontanée, on ne peut pas récupérer en fait ces ovocytes dans les trompes. Un contrôle échographie et prise de sang qui est régulier. La deuxième étape, ce sera donc le déclenchement de l'ovulation au bon moment. À partir du moment où les échographies et les prises de sang diront que c'est le bon moment, on déclenchera l'ovulation. Et l'étape numéro 3, c'est à la fois de faire le recueil de sperme de monsieur et à la fois de faire la ponction des follicules pour aller récupérer les ovocytes directement dans les ovaires. La quatrième étape, ce sera la mise en fécondation et le développement embryonnaire. Et la cinquième étape, le transfert. Je vous montre des images de tout ça juste après. Et donc, un protocole de FIV, quand vous allez avoir des ordonnances de FIV, elles vont toujours débuter par le J1 avec le début des règles. Alors, il existe plein de protocoles de FIV différents. Là, je vous en ai mis un, mais bien sûr qu'il existe d'autres choses. Mais la façon de procéder, elle est toujours un peu la même. C'est-à-dire qu'on va stimuler les follicules avec de la FSH ou la FSH avec un petit peu de LH. On va bloquer on va bloquer en fait l'ovulation spontanée, donc mettre au repos l'ovaire et éviter l'ovulation spontanée. Là, on peut le faire avec des antagonistes, mais on peut aussi le faire avec des agonistes s'ils sont démarrés plus tôt. Contrôle échographique et contrôle de prise de sang qui sont réguliers pour pouvoir voir le nombre de follicules qui grossit, leur taille, pour pouvoir regarder également l'endomètre. Et puis, au bon moment, quand le médecin le décidera, on va déclencher, donc par ovitrelle. 36 heures après, et là pour le coup, ce qui est hyper important, c'est ces 36 heures parce qu'on ne veut pas dépasser ni à 38 ni à 40. C'est la raison pour laquelle sur les ordonnances, vous avez rarement l'heure du déclenchement de l'ovitrelle. Et quand vous l'avez, c'est au quart d'heure près et c'est un horaire à respecter. Et ça, c'est pas évident pour les infirmiers libéraux parce que cet horaire, quand on le respecte vraiment, il faut être sur le quart d'heure près. 36 heures après aura lieu donc la ponction avec le recueil de sperme et puis il y aura une mise en fécondation de ces ovocytes et de ces spermatozoïdes et puis on va regarder le développement embryonnaire et dans les 2 à 6 jours qui suivent, le biologiste rappellera la patiente pour dire le transfert d'embryon. On pourra faire un transfert d'1 ou 2 embryons et surtout les embryons surnuméraires, ils seront congelés en vue des étapes d'après si par hasard la FIV en cours ne fonctionne pas.
Les examens réguliers, c'est les suivants. Hein. On va faire des échographies pour essayer de voir le nombre de follicules qui grossit et puis surtout leur taille. Et puis des prises de sang pour regarder au niveau des hormones, comment ça fonctionne. Et le tout pour ajuster le bon moment pour déclencher l'ovulation et surtout pour aller récupérer et faire la ponction ovocytaire. La ponction, elle fonctionne comme ça et le recueil de sperme. Donc pour monsieur, c'est toujours un petit peu la même chose. 3 à 5 jours d'abstinence, le recueil de sperme avec ce travail en centrifugeuse pour aller récupérer les plus vigoureux. Et pour madame, eh bien, la ponction des ovocytes, elle va se faire au bloc opératoire. Sous anesthésie générale, mais c'est une légère anesthésie générale. Ça va durer entre un quart d'heure et 20 minutes à peu près. Les ovaires vont être ponctionnés à droite et à gauche, parce que du coup, les hormones, quand elles vont être mises en place, eh bien, elles vont travailler sur les 2 ovaires. Donc là, on a une coupe représentative d'une femme qui est en position gynécologique. On a l'os pubien qui est ici. On a la vessie qui est ici. Le vagin qui est là. On voit l'utérus, la trompe qui vient vers nous, et puis un ovaire qui est franchement bien stimulé, avec chacun des follicules qui est ici, et puis les petits points représentent l'ovocyte. En vrai de vrai, l'ovocyte, on ne le voit pas à l'œil nu, il est vraiment tout petit, il fait 0,1 mm. Donc, au niveau vaginal, on va introduire une sonde d'échographie endovaginale sur lequel, en fait, il y a une aiguille qui va passer par ce petit cul-de-sac qui est ici. Donc, c'est une intervention qui est vraiment très légère et qui va aller récupérer à l'intérieur de chacun de ces follicules le liquide folliculaire dans lequel sera contenu, en fait, l'ovocyte. Et hop, l'ovocyte va se retrouver en fait dans cette partie ici. Et donc tout de suite après, la patiente peut savoir le nombre d'ovocytes qu'elle a. Et tout de suite après, on va faire ce qu'on appelle la fécondation in vitro, donc à l'extérieur du corps de la femme. Il y a 2 façons de le faire. La FIV classique, qu'on appelle aussi conventionnelle, où on va laisser les spermatozoïdes agir sur l'ovocyte et voir comment la fécondation va se faire. Et puis la FIV XI, quand les spermatozoïdes sont un peu plus fatigués, on va directement prendre en fait ce spermatozoïde pour l'injecter à l'intérieur en fait de l'ovule, à l'intérieur de l'ovocyte. XI, ça signifie intracytoplasmique sperme injection, mais en anglais. Voilà. Ça, c'est la fécondation in vitro, donc au laboratoire à l'extérieur du corps de la femme, et on va laisser en fait les embryons se développer. Donc à 24 heures, je vous ai dit qu'il y a une rencontre en fait des 2 patrimoines génétiques, hein, du spermatozoïde et de l'ovocyte. Ça forme une cellule qui va à 30 heures se diviser en 2, à 40 heures en 4, etc. jusqu'à arriver, on appelle à J5, on appelle ça un blastocyste, et c'est le biologiste qui va décider à quel moment on va pouvoir transférer en fait cet embryon. Donc il appelle le couple en disant transfert d'embryon tel jour à telle heure, en fonction du nombre d'embryons, en fonction du développement de l'embryon, en fonction du nombre de cellules. C'est lui qui va choisir en fait à quel moment transférer cet embryon. Le transfert d'embryon, il se passe comme ça, c'est-à-dire que il n'y a pas d'anesthésie générale, c'est pas forcément très douloureux. Avec une surveillance échographique, en fait, le médecin va déposer 1 ou 2 embryons à l'intérieur de ce cathéter en plastique qui est relativement souple. Là, il y a de l'air, là, il y a un petit peu de liquide, là, il y a un embryon et à nouveau un petit peu de liquide. En position gynécologique avec un spéculum, on va passer au niveau du col de l'utérus. Et au moment où il va appuyer en fait sur la seringue, et bien du coup, l'embryon va se retrouver à l'intérieur de l'utérus ici et va être déposé au niveau finalement de l'endomètre. Et après, adviendra ce qui adviendra, c'est-à-dire qu'à ce moment-là du transfert, c'est plutôt assez chouette pour les couples. Alors déjà, la présence du conjoint est obligatoire et ça peut être un moment où pour ces couples, on leur a enlevé le côté un peu naturel de la conception d'un bébé. Et donc là, par rapport aux autres couples qui ont leur bébé couette, entre guillemets, eh bien, ils savent qu'en fait, il y a un début de grossesse. On ne sait pas si ça va prendre ou pas, si ça va se nider ou pas. Mais en tout cas, ça peut être un petit moment assez chouette pour ces couples à vivre ensemble. Suite à ce transfert, dans ce processus de la FIV, eh bien, on va congeler les embryons. C'est ce qu'on appelle les embryons surnuméraires. Ils vont être mis dans des grandes cuves et puis congelés.
pour leur permettre en fait de, si jamais la FIV en cours là ne fonctionne pas, et bien sur les protocoles d'après, on va pouvoir décongeler des embryons et puis les transférer donc au bon moment. Mais c'est des cycles qui sont beaucoup moins, c'est des cycles qui ne nécessitent pas d'être stimulés comme pour la FIV. Et c'est donc du coup des transferts qui se font sur quelque chose de beaucoup plus simple en fait dans le cycle. Donc ces transferts d'embryons congelés, ils sont transférables jusqu'aux 45 ans de madame. Si par hasard la FIV fonctionne et que c'est des embryons, voilà, le couple peut garder ses embryons jusqu'à ses 45 ans. Ils peuvent les utiliser, ils peuvent aussi les donner si un jour ils décident de ne plus les utiliser. En revanche, ils ne peuvent pas les utiliser s'ils se séparent. Parce que c'est un projet à deux au départ, et étant donné que cette loi de bioéthique qui encadre en fait la FIV, qui encadre tout ça, et bien ils n'ont pas le droit de l'utiliser s'ils se séparent ou si le conjoint décède. Un petit mot simplement sur le test de grossesse, parce que finalement après le transfert, il ne se passe plus grand-chose en fait pour ces couples en PMA, c'est-à-dire qu'en fait ils ont eu plein d'injections, plein d'échographies, plein de prises de sang, une organisation vraiment carrée, etc. Et une fois que le transfert a lieu, ben, il y a presque 14 jours d'attente où le moral, il peut vraiment faire des hauts et des bas. Alors, c'est déjà très chouette qu'il soit arrivé jusque-là. Et surtout, ce test de grossesse, il est important de le faire par prise de sang, parce que parfois, les femmes, elles ont très envie de savoir si ça a fonctionné ou pas. Mais je pense que ce qui est important de savoir, c'est que l'Ovitrel, je vous ai dit que ça mimait le pic de LH, mais en vrai de vrai, c'est des HCG en fait qui sont à l'intérieur. Et donc du coup, parfois, le fait de faire un test urinaire un peu tôt pourra donner des faux positifs par résidu du HCG de l'Ovitrel. Et donc c'est plutôt dommage parce que c'est vraiment un moment d'attente qui est, je pense, à préparer en couple. Et donc du coup, il vaut mieux leur proposer en fait à ces femmes et à ces couples de faire ce test de grossesse par prise de sang. Priscilla, je vous ai présenté en fait l'insémination artificielle et puis la fécondation in vitro. Donc les deux principaux protocoles proposés en PMA pour augmenter les chances de réussite en fait de ces couples à avoir des enfants. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a des questions. Merci Marie. Alors, on a deux questions qui se ressemblent un petit peu, donc je vais les poser en même temps et on va vous laisser y répondre. Donc, on a Stéphanie qui nous demande s'il y a une technique d'AMP qui a un taux de réussite plus élevé que les autres. Et Séverine qui nous demande, savez-vous quelles sont les différences de chances de réussite entre un transfert d'embryon frais et un transfert d'embryon congelé? Ah oui, alors oui. Alors les chances de réussite, en fait, elles sont les mêmes. En fait, la congélation des embryons n'a aucun impact en fait sur le taux de grossesse. En fait, on s'est rendu compte que transférer un embryon frais ou transférer un embryon congelé, il y avait autant de chances de réussite de tomber enceinte. Donc, si un embryon se décongèle mal, ça ne signifie pas que c'est lié à la congélation, ça signifie que c'est lié au fait que même s'il avait été transféré frais, ça n'aurait pas fonctionné. D'accord. Merci. Et pardon, je suis désolée Priscilla, mais j'ai pas entendu, je crois que j'ai une mauvaise qualité du son, j'ai pas entendu la première question. Alors du coup, il y a une troisième question qui est arrivée entre-temps et qui ressemble à celle-ci. C'est est-ce qu'il y a une technique d'AMP qui a un taux de réussite plus élevé que les autres? Et Jessica nous demande également si vous connaissez les pourcentages de réussite pour l'insémination et pour la FIV. Oui, alors je crois que l'insémination, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'insémination, c'est 12% de réussite à chaque tentative. Il y a 6 tentatives qui sont remboursées par la sécurité sociale. Et ce qui fait qu'in fine, quand on les fait, alors c'est rare qu'on arrive jusqu'à 6 parce qu'on va passer à un autre protocole. Mais in fine, je crois que les réussites, on est à presque 50% en fait par insémination. Et par FIV, on est à 25%
par tentative, mais c'est pas cumulatif. Donc, il y en a 4 qui sont remboursés. Et in fine, au bout des 4 tentatives, on va être à un résultat de 60%. Après, c'est toujours un peu délicat de donner des pourcentages parce que je crois que c'est vraiment personne dépendante, examen dépendant. Une patiente qui a un syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, elle aura certainement plus de chances qu'une patiente qui a une réserve ovarienne qui est très basse. Mais le tout mélangé, effectivement, sur les FIV, on est à 25% par essai et 60% sur les 4 propositions. Très bien, merci. Là encore, on a 2 questions qui se ressemblent, donc je vais les poser en même temps. Quels sont les risques pour une femme d'une hyperstimulation ovarienne et quels sont les effets indésirables des stimulations ovariennes à court et à long terme? Ok, alors l'hyperstimulation ovarienne, c'est un des risques, c'est un des risques principaux de la PMA. Ça signifie qu'en fait, au moment où on va commencer les injections, même au début de la grossesse, eh bien, il va y avoir une hyperréaction. Donc, il y a plein de follicules qui vont se mettre à grossir et surtout, ça va être accompagné d'une fuite de liquide. Donc, les capillaires sanguins, il va y avoir une fuite de liquide et donc, du coup, une douleur qui peut arriver au niveau des ovaires. Parfois, il peut y avoir des fuites de liquide au niveau du péritoine. Et donc, c'est plutôt à surveiller parce qu'en plus, cette hyperstimulation ovarienne, elle est potentialisée par les HCG, donc potentialisée par la grossesse. Ce qui fait que souvent, quand il y a une hyperréaction d'une patiente, soit le protocole, il est arrêté, soit le protocole, il va aller jusqu'au bout, mais donc du coup, il y aura une ponction, mais il y aura des congélations des embryons, on va laisser le corps se reposer et ensuite, on pourra remettre tout ça en place. Voilà pour l'hyperstimulation ovarienne. Elle est à surveiller, en fait. Souvent, ça provoque des douleurs. Donc, même en début de grossesse, les douleurs, elles ne sont jamais à prendre à la légère. Et puis, la question sur les traitements. Alors, bon, si vous regardez dans la boîte tous les effets secondaires, bon, effectivement, il y en a beaucoup. Dans l'ensemble, ce que ça va provoquer, c'est qu'on va travailler sur les ovaires. Donc, il va y avoir des douleurs de bas-ventre, une sensation de gonflement du ventre, etc. Parfois, il y a des femmes qui disent que les agonistes de la GnRH, ça leur provoque des maux de tête. Et puis, il y en a aussi qui disent que tous ces protocoles et ces hormones, ça les fait grossir. Voilà. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails de chacun de ces traitements, mais voilà les effets secondaires de façon assez globale. Très bien, merci. Et on a parlé des horaires des injections. Alors là, c'est juste mon expérience personnelle. Souvent, les déclenchements se faisaient le soir. J'ai dû intervenir assez tardivement le soir et j'ai eu une fois à intervenir très, très tôt le matin. Pourquoi ce changement d'horaire? Est-ce que c'est fonction du cycle de la femme? Alors, pour l'Ovitrel, tu veux dire? Oui. Alors, en fait, l'Ovitrel, il est fait et 36 heures après, il y a la ponction. Donc, du coup, s'il est fait à 22 heures le soir, un lundi soir, par exemple, la ponction, elle aura lieu à 10 heures du matin le mercredi matin. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'il y a une organisation en fait, du bloc opératoire derrière pour aller ponctionner tout ça, sachant que s'il y a 2 heures de retard, il y a un risque que l'ovulation, elle ait lieu et qu'on n'ait pas eu le temps d'aller récupérer en fait ces ovocytes. Donc, je pense que si tu as fait l'Ovitrel un matin très tôt, c'est que du coup, il y avait peut-être un créneau de bloc opératoire 36 heures après. D'accord, très bien. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Mais... Oui, c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi il y avait eu ce cas particulier. Ouais, je n'ai pas une réponse complètement adaptée. C'est vrai qu'en règle générale, ça se fait entre 8 heures le soir et minuit à peu près. Ce qui est compliqué d'ailleurs pour les couples de trouver des infirmiers libéraux disponibles sur ces créneaux horaires-là. Il avait fallu aussi être persuasif pour persuader madame de se lever si tôt. Ouais, tout à Sans fait. l'enjeu est plus d'importance, mais c'était difficile. Pour revenir sur les injections, c'est souvent quelque chose qui revient chez les infirmiers libéraux. Hein.
toutes les injections de FSH et puis de tous les traitements agonistes ou antagonistes, en règle générale, donc ils sont soit prescrits le soir, parfois le matin, mais en règle générale, il faut les faire à un horaire précis. Si jamais il y a un décalage d'une demi-heure ou d'une heure, c'est absolument pas grave, entre guillemets. En revanche, celui qui est vraiment précis et au quart d'heure près, c'est vraiment celui qui déclenche l'ovulation. Voilà, ça c'est une question qui est souvent posée sur ce timing en fait de l'injection. Très bien. Et je vais poser la dernière question, parce qu'on va quand même laisser Marie continuer. Il y a Jessica qui demande, j'ai effectivement beaucoup de témoignages de surpoids, voire de début d'obésité suite à des PMA. Est-ce que vous savez si c'est un surpoids qui peut être inversé à terme? Non, je ne sais pas. Oui, enfin j'ai envie de dire oui à partir du moment où il y a un suivi. Je pense que c'est pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait un suivi de nutritionniste, de diététicienne, etc. Et puis qu'il y ait beaucoup de volonté aussi de la part de la patiente. Mais je ne veux pas répondre à côté de la question. J'avoue que… Non, je pense comme vous, je pense que c'est personne dépendante aussi. Certainement, j'ai eu des patients qui ont effectivement eu beaucoup de mal à perdre, qui d'ailleurs n'ont jamais réussi forcément à perdre leur poids parce que des habitudes de vie et d'autres qui ont réussi, mais parce qu'il y a eu une grosse prise en main derrière suite à ces parcours-là. Après, la difficulté, c'est il peut y avoir cette PMA qui joue sur le poids, mais finalement, notamment toutes les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, elles ont cette résistance à l'insuline qui vont arriver et cette difficulté en fait à perdre du poids. Donc parfois, c'est même pas forcément lié en fait à c'est parce que la PMA arrive, parce qu'il y a une infertilité, mais finalement l'obésité est liée à cette maladie et pas forcément à la prise en charge médicale. Très bien. Et juste un petit commentaire de Séverine, et je rebondis parce que je pense comme elle. Oui, effectivement, il y avait le stress de ces horaires qui est très récurrent chez nous, les infirmiers libéraux. C'était un peu stressant. Ouais. Alors, le stress des horaires, bien sûr, parce que ça stresse tout le monde. Sur le principe, on peut avoir, l'idée, c'est de se dire on les fait à peu près à heure fixe et le soir, au moment où on est sûr que la patiente est chez elle, au moment, voilà. Mais s'il y a une demi-heure de décalage, c'est absolument pas grave. En revanche, vraiment, l'ovitrel, le déclenchement de l'ovulation, s'il y a une demi-heure de décalage, dans ces cas-là, il faut appeler le centre de PMA et leur dire, en fait, voilà, il y a eu une demi-heure de décalage et il faut décaler l'organisation du bloc opératoire 36 heures plus tard. Très bien. Et bon, on vous laisse continuer, Marie. À tout à l'heure. Ouais, je vais continuer. Il me reste combien de temps? Je pense que ça va être… Allez, je vais continuer. Il n'y a pas de souci. Donc, l'idée maintenant, c'est de vous parler en fait de cet accompagnement patient, notamment par rapport à ce ressenti des couples. Donc ça, c'est comment dire, des questionnaires qui ont été proposés à, je crois, plus de 1000 couples pour connaître en fait le ressenti de ces couples pendant leur parcours. Et donc, on se rend compte à l'analyse en fait de tous ces questionnaires que avant de débuter le parcours, c'est des couples qui sont déjà dans un projet parental qui est retardé. Et donc, ça provoque de la peur, beaucoup de culpabilité, parce qu'en fait, ils ont peur que ce soit de leur faute, pas de leur faute. Et puis surtout, quand ça fait 6 mois, 1 an ou même 2 ans qu'il y a des essais, c'est des couples qui commencent à essayer de comprendre comment fonctionne la fertilité et puis à orienter leur rapport sexuel sur des créneaux. Et donc, du coup, ça, de manière générale, en fait, ça provoque une baisse de leur élan sexuel et surtout parfois une baisse de l'estime de soi. Donc, c'est des couples qui arrivent dans ce parcours, déjà avant le parcours, et qui ont déjà ce ressenti de culpabilité qui est pratiquement toujours présent. Et puis, ils vont arriver, ces couples, dans les premières consultations, à partir du moment où ils décident de se faire aider, ils vont arriver avec beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'angoisse, parce que ils décident de se faire aider, mais surtout, ils se disent, en fait, il y a une tierce personne qui intervient, peut-être que je vais avoir une possibilité de mener à bien ce projet parental. Donc, à la fois, ils sont apaisés,
Et à la fois, ils disent que les examens à cette première consultation qu'on va débuter, ils sont relativement contraignants, parfois déroutants. Donc ça, c'est plutôt les hommes quand ils parlent du spermogramme. Contraignants, ça c'est surtout les femmes aussi, parce que les examens, quand on rentre dans un protocole de PMA, eh bien, on va avoir l'hystérosalpingographie, qui est un examen pour aller voir l'intérieur de l'utérus, l'intérieur des trompes. Et donc, c'est des couples qui disent que leur intimité, dès la première consultation, est quand même bien mise à mal. Il y a un test aussi qui s'appelle le test de Heuner et qui propose d'aller analyser la glaire cervicale après un rapport sexuel. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait un rapport sexuel tel jour à telle heure et ensuite un passage au laboratoire pour aller prélever cette glaire cervicale. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est un examen qui est vraiment un peu particulier, en tout cas dans le vécu des couples. Et puis, ce même ressenti des couples pendant le traitement, pendant ces protocoles de PMA, ils disent qu'en fait, les traitements, donc tout ce qui est traitement injectable, etc., c'est plutôt difficile. Ils parlent de parcours du combattant, et c'est vrai que c'est un terme qui revient relativement souvent. Ils parlent aussi parfois de découragement, également de colère, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient quand on voit, quand c'est des couples qui voient en fait autour d'eux que ça fonctionne chez les autres, mais pas chez eux. Il y a quand même pas mal de colère. Et puis, si ça fonctionne pas ou s'il y a une fausse couche, etc., c'est des patients qui ressentent des sentiments de deuil et de tristesse quand même intenses. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en fait, dans ce ressenti des couples, je trouve que c'est hyper important de le connaître, en fait, pour les prendre en charge et pour les accompagner. Et notamment parce que tout ça, ça va avoir un impact sur leur vécu au quotidien qui va être très impactant. Pardon, ça fait deux fois impact, mais très impactant. Au niveau physique, c'est des patients qui vont dire qu'ils ont parfois des douleurs, donc des douleurs de bas-ventre, de l'épuisement, de l'irritabilité et des troubles de l'humeur, parfois des troubles du sommeil, et puis surtout une variation de poids. Donc au niveau physique, l'impact, il est déjà assez important. Au niveau psychologique, l'impact psychologique et émotionnel, les patients disent dans l'ensemble en fait que c'est relativement lourd pour 40% des couples. Ils vont parler de fatigue, ils vont parler de stress, ils vont aussi beaucoup parler d'injustice. Et ça revient très souvent dans les rapports avec leur famille, avec leurs amis, voilà, ils ont vraiment ce sentiment que ça leur tombe dessus et que c'est une profonde injustice, une perte de confiance en soi, parfois de l'incompréhension et puis également de l'échec. Dans ces parcours de PMA, il y a une étude qui a été faite et qui disait qu'à la fin d'une première FIV, quand il y avait un échec de la FIV, eh bien, il y avait presque 30% en fait, des couples qui arrêtaient là en fait, le parcours de PMA. Et je pense que c'est vraiment un parcours qui met à mal en fait, parfois, qui met à mal parfois ces couples. Un autre impact sur la vie affective, on a effectivement les couples qui sont mis à l'épreuve. Il y en a 30% qui disent qu'ils ont des envies de séparation. Il y en a plusieurs aussi qui disent qu'il y a une baisse de désir et puis que leur vie sexuelle est en souffrance. Et donc, je trouve que ce n'est pas à prendre à la légère quand ils passent par ces protocoles-là. L'impact sur la vie professionnelle, elle est hyper importante. Alors, pour le coup, moi, je le vois vraiment en consultation. L'organisation, le fait d'avoir des prises de sang, des échographies assez régulièrement, les passages à la pharmacie, etc. Il y a des femmes qui hésitent à le dire à leur employeur, ou il y en a qui le disent, mais effectivement, ça leur provoque beaucoup de stress. Et surtout, elles ont vachement peur du jugement en intra-professionnel. Donc, il y a des patientes qui ont envie de changer de métier, mais qui ne le font pas parce que, du coup, elles se disent qu'elles se concentrent sur leur vie affective et sur leur projet parental. Et puis, il y en a d'autres qui disent, moi, je le dis comme ça, au moins, je sais que je serai pas jugée sur mes absences de travail, etc. Ces dernières années, je trouve que le fait de travailler à la maison, en télétravail, ça permet quand même à pas mal de couples de s'organiser peut-être un petit peu mieux. Et après, c'est vrai que sur des professions, je ne sais pas, comme infirmière ou comme enseignante, c'est une vraie difficulté. Sachant qu'en moyenne, en fait, il faut imaginer que ce parcours, il va durer en moyenne pour un couple, pour une femme, presque entre 3 et 4 ans, en fait, pour accéder à une grossesse. Et donc, du coup, l'impact sur la vie professionnelle, elle est juste immense.
la répercussion sur les rapports avec l'entourage. Donc ça, c'est assez intéressant de l'analyser aussi un petit peu parce qu'il y en a 56% qui disent qu'ils ont un manque de soutien. Il y en a qui se trouvent jugés, avec des jugements mal placés. Il y a beaucoup de jalousie, ça c'est des histoires qu'on peut entendre aussi, de copines qui sont tombées enceintes ou de rendez-vous dans les salles d'attente où elles se jugent un peu en disant est-ce que ça va, est-ce que toi tu vas plus réussir que moi, voilà. La jalousie, c'est vraiment quelque chose qui revient assez fréquemment. La pression de l'entourage, ça peut être des petites réflexions comme ben voilà, vous êtes mariés depuis 2 ans et quand est-ce que le bébé arrive? C'est souvent des réflexions un petit peu des grands-mères, mais c'est rarement très bien pris dans le sens où quand il y a ce désir-là de s'entendre dire que finalement ils mettent pas toutes les chances de leur côté, c'est un peu compliqué. Le sentiment que personne ne peut comprendre ce que vous vivez. Et ça c'est vrai, je trouve qu'elles ont cette sensation d'être un peu seules au monde et puis de pas être comprises, quoi. Et ce qui fait qu'in fine, il y en a beaucoup qui se retrouvent sur des réseaux sociaux, donc Facebook, voilà, à échanger en fait sur leurs difficultés du quotidien. Et entre elles, en fait, ces réseaux, ça fonctionne hyper bien parce qu'entre elles trouvent vachement de réconfort. Et effectivement, je suis allée faire un petit tour moi, sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance en fait. Voilà, il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas des apports ou des explications médicales de Sophie 78 qui va expliquer des choses un peu improbables. Mais n'empêche que dans ces réseaux sociaux, en fait, elle trouve beaucoup, beaucoup de réconfort et c'est plutôt assez bien fait et plutôt très bienveillant. Donc voilà pour l'impact en fait et le vécu de ce que de ce travail en fait qui a été fait sur tous ces couples. Parfois, on en arrive en fait à des échanges ou des discussions. On a envie c'est des femmes en fait qui vont dire j'ai essayé. Enfin voilà les phrases qui m'ont été dites et qui sont assez particulières. Et je trouve que savoir accompagner un couple, c'est aussi savoir s'adresser à eux sans porter de jugement et en essayant d'être vraiment le moins possible dans ce jugement. Et ça arrive très fréquemment que ces femmes me disent eh ben voilà, en fait, moi, j'ai eu des phrases qui ont été que j'ai très mal pris, qui ont été assez violentes. Et donc, du coup, j'en ai fait un petit medley où parfois, en fait, sur ces couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, on va leur dire bah, vous devriez partir en vacances, ça vous changera les idées, ou tu ne tombes pas enceinte, c'est sûrement dans ta tête. Ce qui est rarement évident, en fait, à entendre quand on essaie de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Ou encore, vous êtes jeune, vous avez le temps. Quand il y a un désir d'enfant, quel que soit l'âge, j'ai envie de dire oui, il y a du temps, mais ça reste des moments où il y a aussi beaucoup d'attentes, où il y a aussi beaucoup d'espoir, et quand ça ne vient pas, quel que soit l'âge de la femme ou du couple, c'est toujours très compliqué. Il y a ensuite des phrases qui peuvent être je connais quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir un enfant et donc chacun y va de sa petite explication. Je pense que c'est plutôt rassurant pour la personne qui le dit plutôt que pour la personne qui le vit. Il y en a d'autres aussi qui vont pouvoir dire bah voilà, tu as fait une fausse couche, c'est bon signe, ça veut dire que ça marche. La fausse couche, c'est toujours un moment qui est vraiment très particulier, hein. C'est un projet qui s'arrête, c'est une projection qui n'aboutit pas, c'est un début de vie qui s'arrête aussi et en fait il vaut mieux entendre la souffrance et la difficulté de la femme plutôt que de dire que c'est bon signe et que ça va marcher, quoi. Voilà, tu as déjà un enfant et c'est bien, très bien. Et puis ça, c'est quelqu'un d'assez proche qui m'a dit ça. J'avais été très surprise. Dans sa consultation, elle avait entendu « Écoutez, madame, contentez-vous de faire l'utérus, je m'occupe du reste ». Elle avait trouvé ça assez violent dans cette démarche. Alors que je trouve que quand on commence à connaître effectivement toutes ces causes d'infertilité, tous ces parcours et tout l'impact que cette PMA peut avoir sur le quotidien, et ben, je trouve que cette approche humaine, elle doit être hyper importante, et notamment grâce à l'écoute. Je pense qu'en fait, parfois, on n'a peut-être pas de mots en fait pour dire les choses. Il faut simplement savoir écouter, avoir un petit peu de temps, avoir parfois un lieu approprié. Alors c'est vrai qu'à domicile, c'est plutôt approprié pour ça, mais dans cet espace de confidentialité, je trouve que les couples arrivent peut-être mieux à se confier ou à se livrer, et surtout de faire en sorte qu'il y ait aucun jugement en fait
si c'est des couples qui s'arrêtent dans leur protocole, si c'est des couples qui continuent désespérément, s'il y a des fausses couches, s'il y a des espoirs incroyables, en fait, le jugement n'a pas à venir en fait du professionnel de santé. Et c'est la façon dont on va pouvoir en fait vraiment les aider et puis les accompagner. C'est de leur proposer en fait du soutien. Parfois, c'est bien aussi d'avoir dans cette approche humaine de la PMA une personne de confiance. Ils aiment bien avoir une belle confiance dans leur médecin de PMA. Et quand le relationnel fonctionne bien avec le médecin, c'est plutôt assez chouette parce que du coup, ils vont dans des protocoles assez sereinement. Je crois aussi que pour les infirmiers libéraux, de pouvoir mettre en place des éducations thérapeutiques pour ces femmes et pour ces couples, pour qu'ils puissent comprendre en fait ce qu'ils vivent, pour qu'ils puissent comprendre comment se faire leurs injections. C'est plutôt assez rassurant et ça permet de débuter des protocoles plutôt sereinement. Et puis cette approche humaine, elle passe aussi par en fait la formation. Je pense qu'il manque profondément de formation, à la fois pour les infirmiers, certainement aussi pour les pharmaciens. Et donc du coup, c'est des couples parfois qui se sentent un peu seuls et qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Alors, je pense que si on commence à avoir des bonnes connaissances sur les facteurs d'infertilité, on va pouvoir aborder ces couples avec beaucoup plus de facilité. Une femme qui a de l'endométriose et qui a passé 7 années à ce qu'on lui dise, bah non, vous avez des douleurs, mais c'est normal. Si vous arrivez à domicile en disant, bah alors, comment ça se passe pour vous? Expliquez-moi vos douleurs. Est-ce que vous avez des difficultés du coup dans votre intimité? Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Quel protocole vous avez en place, etc. C'est une femme qui va se sentir comprise et qui va pouvoir en fait débuter son parcours plutôt sereinement. Donc, toutes ces connaissances des facteurs d'infertilité, la connaissance des traitements et la connaissance des injections, c'est important aussi. En fait, il en existe tellement aussi d'injections que parfois on n'est pas très à l'aise en tant qu'infirmier à domicile. Mais une fois qu'on a toutes ces connaissances, c'est plutôt rassurant, je pense aussi pour ces personnes qui sont dans ce parcours-là. Si on connaît en fait ce que vivent ces couples, voilà, bien sûr, ça va être beaucoup plus facile d'entrer en contact, de les écouter et surtout de ne pas porter le jugement. Je crois qu'aussi, si on veut avoir une approche un peu plus humaine aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre aussi la place du conjoint. C'est très féminin, en fait, ce parcours de PMA, parce que forcément, toutes les injections, tous les examens, ça va être au niveau du corps de la femme. N'empêche que le conjoint essaye toujours de trouver sa place, en fait, dans ce parcours. Et parfois, c'est pas mal de leur proposer aux hommes de faire les injections et ils trouvent un peu, pas un intérêt, mais une place, en fait, au milieu de tout ça. Je reviens toujours sur le fait que c'est important au niveau pluridisciplinaire qu'on puisse accompagner ces couples, à la fois si on est formé et on est sensibilisé à tout ça. Bien sûr qu'on va pouvoir être beaucoup plus dans la prévention et beaucoup plus dans des soins qualitatifs. Et donc, je pense que cette approche humaine de la PMA, elle est à faire en fait tous ensemble, les médecins, les gynécologues, les pharmaciens, les infirmiers, les diététiciens, les psychologues, etc., pour répondre en fait à la demande de ces femmes qui sont dans ces protocoles et de ces hommes qui sont dans ces protocoles. Voilà. Priscilla, est-ce qu'il y a des petites questions? Je ne sais pas si je... Il y a eu beaucoup de témoignages sur les prises en charge que les participants ont pu faire et sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Donc, je fais juste une petite aparté. N'hésitez pas, si vous souhaitez approfondir le sujet avec Marie, puisque c'est Marie qui est notre experte sur cette thématique. Le CHEM propose une formation les 20 et 21 novembre prochains à Paris. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et le sujet sera bien plus approfondi que ce soir. Et je vais juste lire un témoignage parce que je le trouve très pertinent. Les autres aussi d'ailleurs, hein, mais celui-là, il se termine d'une manière qui m'a fait sourire, mais qui est très pertinente. Je voulais témoigner car j'ai fait cette formation avec Marie. Je suis Idel et maintenant j'accompagne les couples en parcours PMA. Dans ma pratique quotidienne, ça m'est très utile car ces couples se posent beaucoup de questions, sont très stressés et je pense que cette formation pour les IDE devrait être obligatoire dans les IFSI. C'est vrai qu'on en parle, ça commence à remonter pour moi, mais c'est un sujet qu'on n'a quasiment pas traité. C'est vrai. En fait, je me rends compte que quand je forme les infirmiers libéraux, au départ, il y a beaucoup d'intérêt pour tout le côté médical et puis pour tout le côté injection, parce que du coup, je propose un atelier de manipulation de tous ces traitements pour vraiment pouvoir les maîtriser. Mais en fait, derrière,
il y a surtout en fait essayer de comprendre en fait et pouvoir répondre à domicile aux questions de leurs patients, parce que l'ordonnance elle est rarement facile à comprendre. Et puis derrière, il y a des patients qui ont plein de questions. Et une fois que la formation est faite, bien sûr qu'ils peuvent répondre en fait à toutes ces questions. Et c'est hyper valorisant pour le professionnel de santé en fait, de se positionner comme ça. Tout à fait. Merci pour ce témoignage, c'est chouette. Oui, c'est chouette, c'est pour ça que j'ai voulu le lire. On a une question également sur les conseils qu'on peut donner à un couple qui vous annonce qu'il rentre dans un parcours, un protocole PMA. Quels sont les conseils qu'on peut leur donner? Ils ne sont pas encore dedans, ils vont y arriver. Alors, je pense que c'est eux qui vont vous demander des conseils. Enfin, je pense qu'il faut déjà essayer de comprendre pourquoi ils rentrent dans ce parcours. Donc, quelque part, la cause de l'infertilité, le facteur de l'infertilité. Et donc, là-dessus, vous allez pouvoir donner des conseils. Et ensuite, je pense que c'est pas forcément que des conseils, en fait. C'est vraiment les informer sur ce qu'ils vont vivre et les informer sur ce que les injections ça va faire dans leur corps. Et je pense que c'est très apaisant en fait pour les patients de se dire en fait je maîtrise mon parcours et je comprends ce qui se passe. Il faut pas ça de façon bête et méchante. C'est vraiment s'ils comprennent le parcours et qu'ils comprennent comment ça fonctionne dans leur corps ou comment ça dysfonctionne dans leur corps, je pense qu'ils sont hyper acteurs et beaucoup plus sereins. Ouais. Merci Marie. Et enfin, dernière question. Je me sens parfois impuissante lorsqu'une patiente me dit qu'elle a fait une fausse couche. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Ouais, et ça, parfois en fait, je crois qu'il faut en fait savoir rien dire, ou sinon juste dire la vérité en disant j'ai pas de mots pour soulager votre peine ou voilà, mais peut-être se positionner plutôt en tant que si vous avez besoin, je suis là et je vous écoute et je vous juge pas. Et en fait, une fausse couche, elle est rarement dite en fait parce comme son nom l'indique, en fait, ça arrive assez rapidement. Et donc, souvent, ils vivent ça un peu seuls. Et quand on intervient pour le coup à domicile, je trouve que c'est des chouettes moments de partage de cette tristesse et parfois il n'y a pas de mots, c'est pas grave en fait, on peut aussi fonctionner par le toucher ou on peut aussi juste dire comment vous vous sentez, comment je peux vous aider, j'aimerais soulager votre peine mais je sais pas comment faire, enfin voilà, et je pense pas qu'il y ait des bons mots en fait dans ces cas-là, hormis celui d'être disponible et à l'écoute, voilà, je crois. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Marie. Je vous remercie à toutes et à tous pour cette participation à ce webinaire. Il y a eu beaucoup de participation, de témoignages. Il y a beaucoup le mot stress est revenu assez régulièrement. Il y a également eu le terme culpabilité qui est revenu. Donc, je pense que c'est pour les couples, une certaine culpabilité dans cette infertilité. Donc, on voit que ça touche vraiment à l'humain. Donc, je vous remercie pour toute cette participation qui a rendu ce webinaire très vivant. N'hésitez pas à retourner voir le replay. Vous aurez le lien qui vous sera communiqué dans quelques jours. Et vous n'hésitez pas également, suite à cette soirée, à nous laisser vos commentaires, vos questions, si jamais vous en avez. Également, on les lira avec beaucoup d'attention et on n'hésitera pas à y répondre. On les communiquera à Marie et elle sera un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis encore merci beaucoup, Marie. Et bonne soirée à tous. Au revoir.